La nuit est tombée. L'endroit est fort confortable, ceci dit. Vous pourriez presque y dormir. Mais peut-être que vos plans sont autres. Que décidez-vous de faire ? Il est trop tard pour aller voir notre cher Louis Chambier, numérologue. Oui, je pense. Eh bien, essayons de refermer cette porte et laisser cet endroit caché, comme il est resté caché. Oui. En remettant les plantes, peut-être. Pour fermer la porte, il faut qu'on découvre le bouton qui permet de le fermer, je pense, pour le roi noir. Tu as une bonne intuition, effectivement. Une fois que vous activez le roi noir, les pans, les 4 pierres vont se refermer et c'est très difficile de s'apercevoir qu'il y a quelque chose de bougé parce que sur les dalles, en fait, il y a des mousses et des choses comme ça et finalement, ça reste toujours, bon, à part celle que vous avez nettoyée un petit peu. Et au final, c'est en plus entouré d'une végétation dense, un peu hirsute, qui étaient les anciennes haies, comme les jardins à la française, où c'était encadré et tout. Mais là, comme ça pousse depuis longtemps sans avoir été entretenu, vous l'avez pratiquement trouvé par hasard au final. Parce qu'il y a une bonne intuition d'un d'entre vous derrière. Sinon, je serais En fait, on a tout fait d'un coup, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, vous laissez ce sanctuaire derrière vous. Et vous reprenez la voiture, je suppose. Oui. Dormir au chaud. Pour dormir. Alors, soit vous. On n'est pas très loin de Paris. Soit éventuellement, vous trouvez quelque chose pas très loin d'ici. Vous n'êtes pas très loin de Paris. Après, si vous envisagez de faire quelques autres recherches à côté, c'est peut-être plus judicieux d'être pas trop loin. Tout à fait. Alors, la ville la plus proche, c'est Chantilly, mais si vous voulez aller du côté de Chalice, il y a possibilité de dormir pas très loin non plus. Oui, proximité de Chalice. Allons par là, oui. D'accord. Donc, du coup, à côté de l'abbaye de Chalice, ok. La petite ville de Senlis. D'accord. Après, dans les environs, vous allez trouver pour dormir aussi, sans trop de problèmes. C'est une zone qui est quand même très touristique. Et bonne nuit, vous profitez. Finalement, c'est très agréable, ce tourisme. Vous mangez très très bien. Laurence a fait chauffer sa carte platine, ou je ne sais pas laquelle, pour vous offrir à chaque fois les repas. Et donc vous passez une nuit finalement très très agréable. Et avec peut-être dans vos rêves l'image angélique d'Elohim Sophia qui se penche vers vous, telle une fille qui se pencherait sur le berceau. Et au matin, vous vous réveillez tous frais et dispo, en pleine forme. Très bien. On est le 5 février 2000. C'est également le nouvel an chinois. Et même si vous allez vous demander pourquoi ça tombe comme ça, tout ça, c'est parce qu'on est le 5 février, il faut que je vous raconte le rêve que vous avez fait. Après avoir vu Elohim Sophia, vous avez rêvé que vous étiez sur une montagne enneigée. Que face à vous, vous voyez un dragon d'or chinois qui flottait dans les airs. La créature s'est animée, s'est retournée vers vous et vous a dit « Mon heure, l'heure du dragon est venue !» Vous avez été choisi comme réceptacle de lumière. Ah non. Un archonte roi insulte mon nom et ose s'arroger le nom de dragon. Je vous somme de le châtier.
Et le rêve se termine. Vous voyez le dragon s'enrouler autour de vous et puis finir par disparaître en vous laissant seul au sommet de cette montagne. Puis vous vous réveillez. Étrangement, vous avez fait tous les trois le même rêve. Ah, c'est pas banal. Bah, un dragon qui nous donne des ordres en plus. Oui, pour qui se prend, lui. Bah oui. On a d'ordre à recevoir de personnes. Ça correspond à un Elohim en particulier, peut-être? Le dernier. Le dernier? Alors, non, le dragon, c'est pas un Elohim. Ça correspond à aucun signe du zodiaque que vous connaissez. Ceci dit, effectivement, Nouvel An chinois, il y a bien un signe du dragon. Et nous sommes le 5 février. En 2000, qui est 4698 selon la datation de la Chine antique, le Nouvel An chinois commence le 5 février et marque l'entrée dans l'année du dragon. Un dragon, c'est un ange de feu, alors. Pas parce que nous rentrons dans l'année du dragon que lui peut se permettre de rentrer dans nos rêves. Je veux dire, sans habitation, sans même frapper. C'est scandaleux. Curieux. Étrange, j'y arrive quand même. Encore se passer quelque chose. Déjà que... Même quand vous ne demandez rien, ça vous tombe dessus. Ceci dit, est-ce que vos projets pour la journée... restent les mêmes. On va voir... Donc, vous vouliez Monsieur Chambier. Voir le professeur Louis Chambier. Aller voir autre chose, je crois, vers l'abbaye. Non, l'abbaye... Non, mais on peut aller le voir et après on verra. Oui. Après, de toute façon, son adresse, tu sais, je t'avais dit... En fait, il habite là-bas. Son adresse, c'est l'adresse de l'abbaye. Il habite à côté. Alors, on va aller voir ça. Tu vas comprendre. Oui et non. Enfin, donc, vous vous dirigez après vers l'abbaye. On va voir un moine. Alors, donc, quand vous arrivez, en fait, ce qui est dit abbaye de Chalice, c'est un domaine, en fait. C'est-à-dire que il y a d'un côté les jardins, le château-musée et l'abbaye. Enfin, ce qui reste de l'abbaye. Parce que l'abbaye originale, c'est des ruines actuellement. J'ai peut-être une photo maintenant que j'y pense, oui. Alors, attendez. Voilà. Donc, quand vous vous approchez du site, du côté de l'abbaye, proprement dit, il reste ça. C'est-à-dire, pas grand-chose. Mais vous avez juste à côté, donc parce que c'est carrément, une fois que vous rentrez dans l'enceinte, il y a tout le site. Et vous avez effectivement le château-musée de Chalice qui a été construit juste à côté. D'accord. Donc c'est ouvert au public. Vous voyez, c'est sponsorisé, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est entretenu par l'Institut de France, le ministère de l'Éducation nationale. Donc effectivement, vous payez un droit d'entrée parce que c'est ce qui permet de faire vivre le musée, de l'entretenir. À l'intérieur, quelques francs, simplement. Vous pénétrez à l'intérieur du musée et là tu vas voir Alan, il y a effectivement le nom de Louis Chambier qui est noté comme gestionnaire des lieux. Ok. Alors ça c'était pas tant. Donc le musée en soi, je sais pas, est-ce que vous voulez directement voir Louis ou peut-être oui c'est ça, un petit passage par le musée histoire de voir de quoi il parle, mais si c'est pas intéressant on va très vite et puis après à l'hôtesse d'accueil je lui demande de voir la pièce maîtresse, à savoir Louis Chambier, pardon. Ouais. Alors effectivement, vous faites un petit tour dans le musée, donc c'est pas un très grand musée. Vous voyez des meubles du XVe siècle, des biens de Jean-Jacques Rousseau, des œuvres religieuses, mais au final, pas grand-chose qui ait à voir avec Léonard de Vinci, le Romorantin ou quoi que ce soit. Donc vous faites un tour rapide. Bon, quelques belles pièces, sans conteste, mais pas grand-chose de rapport avec ce que vous êtes de recherche. Donc, vous demandez à parler à Louis Chambier, qui est un homme tout à fait charmant
qui vous reçoit sans poser spécialement de questions. Une fois que la secrétaire lui dit, eh bien, il y a des gens qui désirent vous voir, donc il vous invite dans son bureau. Donc c'est un homme qui... Ah ben, je vais même vous le montrer, finalement, il est là, je suis même pensé. On dit qu'on vient... De la place de Duménil-Abélard. Voilà, de monsieur Duménil. D'accord, vous êtes envoyé par monsieur Duménil. Je cherche juste mon professeur que, me semble-t-il, j'avais trouvé, mais que je sais pas où il est. Comment s'appelle-t-il, on a dit Louis. Chambier. Ah, voilà, monsieur Louis Chambier. Alors, il est un petit peu plus vieux que ce que je vous ai dit. Il y en a qui font plus jeune, d'autres. Non, c'est que je confondais. En fait, j'ai confondu avec le... C'est un académicien. Alors oui. Donc, il se présente, donc il vous invite dans son bureau. Donc, c'est un bureau où ce sont que des meubles, en fait, du 15e siècle. Donc, et il vous dit, vous êtes envoyé par mon très très cher ami de Romorantin. Comment va-t-il? Abélard est un homme toujours très passionné. occupé. Et passionné, certes. Comme nous le sommes tous. Vous savez, l'histoire est une discipline qui ne peut être étudiée qu'avec passion. Ou sinon, il vaut mieux ne pas en faire sa spécialité. C'est même presque un sacerdoce. D'ailleurs, lui, il semble avoir jeté son dévolu sur Léonard de Vinci. Et cependant, j'ai réussi à le piéger avec une question sur le nombre 72 qui revient dans les représentations de Léonard de Vinci, et pour lequel il n'a pas su me répondre. Et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé de me tourner vers vous, de nous tourner vers vous, pour peut-être avoir une explication sur ce nombre 72. Vous saviez qu'il aurait évoqué lors de la construction de son château de Romorantin. Voilà. Entre autres. Mais il y en avait d'autres de chiffres. Certes. Alors, ce chiffre-là, j'ai vu effectivement en étudiant les plans de Léonard de Vinci, les manuscrits sont fort, fort intéressants. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que tous ces documents d'époque soient scannés maintenant avec les moyens actuels et mis à disposition de tout le public. Tout le monde a le droit d'avoir accès à la culture. Eh bien, pour en revenir à ce nombre 72, eh bien, je dois dire que malheureusement dans les religions ou choses comme ça, 72 est souvent un chiffre qu'on utilise pour désigner un grand nombre. C'est-à-dire ce n'est peut-être pas 72 en soi, mais c'est peut-être un grand nombre qui est représenté. Ça peut être une hypothèse. Un grand nombre, voyez, indénombrable. Comme un très grand nombre. Au Moyen-Âge, 72 représentait quand même une grande quantité. Ça pourrait être également le nombre d'étoiles présentes à la constellation au moment de la construction ou de la conjoncture jugée adéquate par Léonard de Vinci lors de sa construction. Peut-être qu'il a cherché à reproduire une carte céleste en plaçant les 72 de façon à reproduire les positionnements des étoiles. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Après, pourquoi le 72 ? C'est vrai que c'est assez inhabituel. En tout cas, il y a 72 de chaque côté, une certaine dualité, certes. Après, dessus, je dois dire que je ne pourrais peut-être pas beaucoup vous aider là-dessus. Voyez-vous, moi, ma spécialité, c'est plutôt ici. Je suis spécialisée dans l'histoire de l'abbaye, l'histoire royale, tout. Finalement, le 15e et le 16e siècle me passionnent. C'est vrai que c'est là plus mon domaine de prédilection. Bien que, comme vous l'a dit mon très cher Abélard, lorsqu'il y a des notions de symbolisme dans les monuments ou les œuvres d'art, je me targue de trouver un peu plus que mes confrères. Qu'est-il arrivé à l'abbaye, là, et tout un... Ah, eh bien, si vous avez quelques temps devant vous, je puis vous faire une petite visite guidée. Ce sera avec grand plaisir. Oui. Histoire que vous ne soyez pas venu pour rien. Oh, avec grand plaisir.
Alors, il se lève tout guilleré, tout content d'avoir des gens pour faire sa visite. Alors, du coup, il va vous emmener, vous allez sortir du palais, et en fait, il va vous expliquer les choses en faisant le tour des ruines de l'abbaye de Chalice. Donc, c'est des ruines, il reste pas grand-chose, des murs, en tout cas, il n'y a plus rien à l'intérieur, les murs sont de pierre nue, et il va vous conduire un petit peu tout autour. Il vous dit, vous voyez, l'abbaye a été fondée au XIIe siècle. À l'origine, elle dépendait de la maison mère de Cîteaux, mais avec le temps, elle s'en est éloignée et elle a fini par devenir une communauté indépendante, sans lien avec les cisterciens, dont elle était à l'origine rattachée. D'accord. Au XVIe siècle, les moines de Chalice s'attirèrent les foudres du Vatican. Et le Saint-Siège reçut le soutien de François Ier. Cette abbaye a été mise sous commande royale, ce qui veut dire que, contrairement aux abbayes qui sont à l'origine indépendantes, pour celle-ci, seul le roi François Ier pouvait nommer le père supérieur à la tête de l'abbaye, ce qui est déjà en soi quelque chose d'assez exceptionnel. Que le Vatican donne un accès aussi directement à un roi, c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. D'autant plus que François Ier, qui était un politicien hors pair et qui savait bien placer ses intérêts, a choisi son propre cousin, Hippolyte d'Este, comme père supérieur. Et à cette époque, on a constaté que le nombre de moines avait chuté de manière importante, ce qui laisse envisager que les autres ont été exécutés peut-être au moment de ce changement de pouvoir. Le fait d'avoir fâché le Vatican, changement de direction et sûrement un écrémage des éléments les plus nocifs ou hérétiques. Ensuite, l'abbaye a évolué vers un domaine nobiliaire. Les pères supérieurs ont continué à être nommés pour le roi, qui, lui, se préoccupait certainement plus de l'argent que ça pouvait lui rapporter que de la religion. Et au XVIIe siècle, ça a même fini à être transformé en château, voyez-vous. Évidemment, à la Révolution française, comme la plupart des bâtiments, pillage, destruction, etc. Y aurait-il un domaine, des questions qui vous intéresseraient plus particulièrement sur... Et pensez-vous que Léonard de Vinci ait pu venir ici? Période de François Ier? Eh bien, le rapport avec Léonard de Vinci, je sais que, comme l'a dit Abélard, Léonard de Vinci appréciait beaucoup les étangs de Comelles. Oui. Eh bien, sachez qu'ici, au XIIIe siècle, c'est l'abbaye de Chaly qui exploitait les étangs artificiels, dont l'étang de Comelles. C'était rattaché ici. C'était des viviers. Ils avaient comme ça une production piscicole. Piscicole, ouais. C'est comme ça. Donc ça pourrait être relié, certes de façon un petit peu indirecte, mais d'ailleurs, donc vous faites le tour et tout ça, vous passez devant, en fait, il reste une pièce où il y a juste un mur du fond avec une cheminée. D'ailleurs, vous voyez ce symbole héraldique de l'abbaye, il vous montre une lettre K qui est gravée sur la pierre centrale de la cheminée. Il vous dit, voyez cette pierre avec ce symbole, la lettre K. Paraît-il que ça a été utilisé comme preuve à charge contre l'abbaye de Chalice par le Vatican. Et oui, ils ont dit que cette lettre K est fréquemment utilisée dans les doctrines dualistes, c'est-à-dire ceux qui ne considèrent pas un dieu, mais seigneur de la lumière et seigneur des ténèbres. Et d'ailleurs, c'est le cas qu'on retrouve aussi chez les cathares. Vous voyez ?
D'ailleurs, en parlant de numérologie, dans la numérologie hébraïque, le 20, c'est-à-dire 2 fois 10, qui correspond à la lettre K, hein, c'est connu. Et donc le chiffre, donc la lettre K qui correspond au chiffre 20, c'est-à-dire 2 fois 10, c'est un symbole de plénitude qui est associé parfois aux Gémeaux, les deux divinités jumelles. Ça devait être effectivement très hérétique par rapport à la Trinité, oui, on va dire, mise en avant par le pape et la Sainte Église. C'est ça, la Sainte Église ne reconnaît qu'un seul Dieu, tourné, suppose, vers le bien. Alors que les doctrines dualistes opposent le Seigneur de la lumière et un Seigneur des ténèbres, alors que dans la religion catholique, les démons sont les démons, ils ne sont en aucun cas seigneurs de quoi que ce soit. Bref. En tout cas, c'est vrai que je ne vois pas bien le rapport avec Léonard de Vinci, si ce n'est ce lien fort ténu que l'abbaye de Chalice possédait les étangs de Comelles, qui eux-mêmes étaient des lieux fort fréquentés par Léonard de Vinci. Et vous voyez, il y a la secrétaire qui vient, qui a plus ou moins couru pour venir vous rejoindre. Elle vient voir Monsieur Louis Chambier et lui dit excusez-moi monsieur, mais les gendarmes sont arrivés pour la déposition, vous savez, pour le cambriolage qui a eu lieu hier. Qui se retourne vers vous et dit excusez-moi, je vais devoir écourter cette visite guidée, profitez-en pour regarder les ruines, peut-être en méditant sur cette lettre, K, cela vous apportera des lumières. Pouvons-nous plutôt vous accompagner, parce que figurez-vous que le château de Comelles a été lui aussi cambriolé hier. C'est étrange coïncidence. Le château. Oui, certes. Bon, sachez qu'il n'y a rien de bien grave. Hein. C'est sûr que ils ont réussi à neutraliser le système d'alarme. Ils ont croché une porte, se sont introduits dans le château, mais rien n'a été dérobé. C'est déjà quelque chose. Nous n'avons eu aucune perte à déplorer. Je n'en aurai pas pour longtemps et je reviens de suite. Mais je vous en prie, faites le tour des bâtiments. Peut-être trouverez-vous inspiration quant à vos propres recherches. Et donc, il s'en va un petit peu pressé. Donc, il vous invite pas à le suivre. Et vous voyez qu'il rejoint son bureau, sans doute pour faire sa déposition. Il me semble que j'ai un artisan en taille de pierre avec vous. Donc, pour Laurence, qui est habituée à examiner les pierres sur toutes les coutures, j'ai besoin que tu me fasses un test d'artisanat. Les autres, vous pouvez faire en vigilance. Hein. D'accord. Artisanat, taille de la pierre. On a un ancien tailleur de pierre, quand même parmi nous, descendant d'Imhotep. Alors, pas très inspiré. Dites-moi juste, parce qu'il y a beaucoup de jets de dés. Des fois, je vois que ce qui c'est qu'a fait l'artisanat de la pierre pour Laurence, hein, c'est ça. Ok. Donc, du coup, vous êtes un petit peu livré à vous-même autour de ce château. Et Laurence s'approche de la cheminée. Tu vois, cette pierre ornée de la lettre K a l'air légèrement différente des autres. Comme si la pierre utilisée n'était pas la même que celle de la cheminée. Donc, pour en avoir le cœur net, évidemment, tu tapotes la pierre. La pierre sonne creux. Louis n'est pas encore revenu. Vous avez trouvé quelque chose, Laurence ? Oui. Ici, il y a une anomalie au niveau de la lettre K. Et ça semble creux derrière. Il y a peut-être un mécanisme. Encore un ? Oui. Ouais. Décidément. Alors, ça serait que... oui, vraiment étonnant. Et en appuyant dessus ? J'essaye. C'était technologie. J'ai ça, moi, technologie... non, là, t'as pas besoin de faire de tête. En fait, tu t'aperçois que la pierre... En fait, il y a un endroit de la pierre où on a
camouflé pour faire comme si c'était de la pierre, alors qu'en fait, il y a un petit trou creux. Ah. Et en fait, le fond de la pierre a été percé. Et on a camouflé le petit trou en mettant, je sais pas, de la terre. Il y a un petit truc comme ça, ce qui fait que quand tu passes le doigt, tu peux tirer la pierre. Ça fait comme un bouchon, quoi. Oui, c'est ça. Donc, tu tires la pierre. Enfin, à moins que tu le fasses pas, je sais pas. Tu tires la pierre tombe, donc s'enlève, et tu vois à l'intérieur de la cache, tu vois un vieux cahier couverture en cuir refermé par une lanière qui a été poussée dans la cache. Là, je récupère. Donc c'est un vieux cahier qui est écrit en latin. Laurence a commencé à bosser son dictionnaire de latin. Hein. Et je commence à le dérouler. Enfin, je remets la pierre là. Et, et je commence à le dérouler. Tu commences à feuilleter. Alors, ça a été plus ou moins bien conservé. Les pages sont fragiles, etc. Est-ce que tu peux me faire un test de latin ? Il y a un titre, quelque chose ? Il n'y a pas de titre. C'est tout la même écriture, par contre. Hein. Là, pour l'instant... Aïe. De justesse. Mais il faut que tu payes la dette à l'archonte. Alors, par contre, ton archonte va te souffler quelque chose, c'est que il faut pas que ça tombe dans les mains de Louis Chambier. Il l'a pas trouvé jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il n'était pas assez malin pour le trouver. Donc, en fait, tu vas l'emmener tranquille. Vous allez partir et après, tu vas le lire. Bah ça, j'avais compris. Hein. Je vais pas mettre une date pour ça. Hein. Ben c'est pas ça, c'est parce que si tu veux quand même te mettre une dette, c'est parce qu'en principe ça appartient quand même au musée de Louis Chambier, donc c'est un vol et honté, qui est plus même sûrement d'un élément primordial du patrimoine historique de la France quand même, Laurence. Mais bon, c'est vrai que tu n'es pas français, tu es sud-américain, je crois, ou je sais plus, sud-africain. Donc, pressé par Laurence qui vient de cacher ça dans sa veste, vous vous éloignez. Peut-être faites un geste à Louis en passant, je sais pas. Bon courage, Louis. Et bien à l'abri dans la voiture ou un endroit où Louis Chambier ne vous verra pas. Tu t'aperçois que c'est un journal qui date du XIIIe siècle. Il est écrit de la main de frère Mailleux-Villain, un moine de Chalice, qui relate son histoire. Alors, je vous passe sur les détails, c'est plutôt long, mais on va partir sur les points essentiels. Donc, tu feuillettes, tu regardes, tu vois. En 1204, Mailleux a été envoyé en forêt de Coye pour conclure l'assèchement des marécages sur les nouvelles terres données à l'abbaye, c'est-à-dire les étangs de Comelles. Donc, lui et ses frères, les paysans de la région, travaillent pendant 4 ans et fondent une petite abbaye. Construisent un moulin, ils creusent des étangs, ils viabilisent les hectares de forêt. Mais Mailleux et ses frères, moines, découvrent une tombe, ornée de sculptures d'une telle beauté que, selon les mots de Mailleux, ça n'a pu être fait que de la main d'un ange. Les décorations contiennent aussi un message que les moines se sont attachés à déchiffrer. Et là, tu vois, Mailleux fait un terrible constat. Suivant ce qu'il trouve écrit, les ténèbres ont la main mise sur les temps du Mailleux en 1200. Mais les sculptures annoncent également la venue d'un mirifique âge de lumière. Et petit à petit, au fil de la lecture, tu comprends que les moines s'éloignent de plus en plus des croyances catholiques traditionnelles pour arriver à une croyance qui va vers le dualisme, Seigneur de la lumière et Seigneur des ténèbres. Ils convertissent les moines qui sont à Chalice, ils vont de plus en plus souvent admirer la statue de l'ange,
Et à la fin du journal, une autre écriture que celle de Mahieu indique que Mahieu a été inhumé dans un tombeau aux côtés de la tombe aux sculptures merveilleuses. D'accord. Et donc là, tout ça, ça se passe entre 1204 et il a dû mourir en 1210. Soit bien avant. Léonard. Voilà, c'est ça. Et sur ce dernier journal de cette chasse au trésor, finalement, c'était une chasse au trésor ce soir, on va terminer ce scénario. Donc, vous avez réussi à avoir des réponses. Vous avez pratiquement tout fouillé. Vous avez répondu à la question qui est pourquoi Léonard s'est mis à travailler au Romorantin, c'est qu'il a eu la révélation. Il a trouvé le sanctuaire. Pourquoi il a mis ce qu'il a mis dedans, c'est, comme vous l'a dit frère Claude, sûrement qu'il était peut-être plus sensible au karma lumière, peut-être, que d'autres humains. Peut-être que c'est une trinité, allez savoir. Pour l'instant, vous en savez pas plus. Et donc, inspiré par cette découverte, il s'est lancé de toute son âme sur ses plans, sur ses travaux, bien que ça n'ait jamais été réalisé. Première partie de la petite campagne d'Envichy Code. La prochaine fois, on va parler dragons, par contre. Parce que vous avez la campagne en cours. Des fois, il faut laisser des choses décanter. Parce que malgré tout, le frère Claude, il vous a donné beaucoup d'informations. Ouais, mais bon. Je vous mettrai comme ils ont dû décréter une hérésie, c'est pour ça que tout a été arrêté. Alors, si vous avez besoin d'un petit récapitulatif chronologique, ce qui s'est passé, c'est que chez Alice et les étangs sont reliés, puisque c'était l'un qui était dépendance de l'autre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les moines sont devenus hérétiques pour l'Église catholique, c'était plus possible. Donc, le Vatican l'a appris. Vous savez pas trop comment, finalement. Peut-être déjà la Ligue, allez savoir. Et du coup, il y a eu... je vais juste vous donner une information que vous n'avez pas trouvée, mais je vais vous la dire quand même pour que ça... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Vatican a passé un accord avec François Ier. Laissez tomber le Romorantin construit selon les plans de Léonard. En échange, la jouissance complète des revenus de l'abbaye de Chalice, qui était quand même très riche à l'époque. Et du coup, arrêt des travaux. C'est François Ier qui a demandé l'arrêt des travaux. Oui, parce que en fait, le marché qu'a passé le Vatican avec lui, alors, c'est le seul livre que vous n'avez pas trouvé, mais on va dire que vous recherchez ou vous allez reparler à Louis. Et voilà, parce que comme ça permet de conclure le scénario. Et en fait, il y a bien un livre où on voit qu'il y a eu un accord entre le Vatican et François Ier. Donc l'accord, c'était arrêter, stop, plus de travaux romorantin. Hérétique, tout ça, ça va pas, iconographie mauvaise, ça. En échange, des sous. Et voilà. Et donc cette partie-là, vous avez bien fait, vous avez rencontré les hommes de la loge et vous avez surtout rencontré frère Claude. Et peut-être aperçu les membres de la Ligue, mais voilà. Ou en tout cas des bases... des exécutants, Des exécutants. Donc ça a mis en place des choses qui se... Voilà. Après, à chaque fois, on rajoute des briques sur quelque chose qui se construit lentement. Ceci dit, vous avez rêvé du dragon. Et oui, j'avais déjà fait un rêve de dragon. Donc, c'est ça. Alors, oui, ça fait penser à Excalibur, tout ça, c'est pas anodin en fait. C'est lié, il faut le savoir, c'est Trinité. Je vous dis, vos rêves sont rarement des rêves d'humains normaux. En tout cas, je tiens à préciser que Léonard de Vinci ne devait pas être une de mes vies antérieures, ça c'est sûr. Non.
Alors, de vous tous, non. Est-ce que c'était une trinité ou pas? Ça, c'est l'avenir qui vous permettra peut-être ou pas de découvrir ça. J'espère que ce scénario vous a plu. C'était très chasse au trésor, enquête, que dans des lieux qui existent vraiment, qu'on a vraiment envie de visiter, du coup. Et puis, il y aurait pu avoir une petite altercation, mais vous vous en êtes sortis autrement. Donc là, les policiers étaient pas loin, donc ça s'est bien passé. Bon, sinon, au pire, que peuvent faire des humains normaux contre des trinités? Ça m'a pas frustré du tout. Voilà. Et ça vous peut-être donne plus de questions, mais ça donne quelques éléments de réponse sur... Parce que l'intérêt, c'est que vous arriviez en savoir plus sur vous aussi, Trinité. Mais je pense que clairement, la prochaine fois, il y a l'appel du dragon. Donc, ça sera un hors-série comme ça. Parce que comme j'ai une chronologie des éléments qui se passent, et quand j'arrive à des dates clés, il se passe des choses. Quoi que vous soyez en train de faire, c'est l'histoire qui se rappelle à vous. Donc 5 février 2000, voilà, ça déclenche les rêves du dragon. Mais c'est logique. Un dragon mais après, ceci dit, c'est intéressant parce que ça va vous permettre aussi de comprendre d'autres choses.